Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Tony Meillon, Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Puis elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille. Mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 heures du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du GIGN se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible, cette maison, un peu à l'écart du village. Celle d'un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Il s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans, Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect. Mais aucune trace de l'adolescente. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt, à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie-en-Retz. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, on est à quelques dizaines de mètres. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Retrouver le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Donc elle a disparu et son scooter est accidenté à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes. Ils découvrent bientôt son scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Le scooter est très légèrement accidenté, presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là, alors qu'il avait fonctionné jusqu'à cet endroit-là. On n'a pas un scooter écrasé, détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté, frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent, bien évidemment, à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ces effets personnels abandonnés sur la route, d'autant qu'ils retrouvent aussi des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Et les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse. Alors on sent qu'il est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un véhicule. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Qui ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang a priori autour du scooter. Il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux. Aucune jeune fille correspondant au signalement de Laetitia n'a été admise. Mais alors, si elle n'a pas été blessée, où est-elle passée? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident pour une autre piste, la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Donc Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère. Cécile de Oliveira,
avocate de la sœur de Laetitia. Et en raison d'un comportement très caractériel de leur père, les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron, qui était assistant familial, famille d'accueil. Dans leur famille d'accueil, les deux sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Elle était un peu timide, réservée. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Un peu distante, je veux dire, elle parlait, mais un petit peu secrète. Mais elle était une belle femme, une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail. Puis c'était quelqu'un qui rentrait le soir, partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est à son tour écartée. Les enquêteurs s'orientent donc vers une troisième piste. On débouche très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène que nous découvrons avec le scooter, que Laetitia a été enlevée. À 14h, on bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le conseil général m'a appelé ce jour-là sur mon téléphone. Puis c'est là qu'on m'a annoncé que Laetitia était kidnappée. J'ai cherché ma fille. J'ai fait toute la bernerie. J'étais voir les caravanes qui étaient cassées. Et si on trouve sa fille, dans quel état après ? Pour la famille d'accueil de Laetitia, l'hypothèse du kidnapping est un choc. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit, comme il le raconte dans une interview donnée à l'époque de l'enlèvement. Moi, je ne dormais pas. Puisqu'elle n'était pas rentrée, je ne dormais pas. Donc, j'ai pas jusqu'à 1h25 du matin, j'ai pas dormi. Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia. À 1h25, j'ai entendu les portières claquer, donc je me suis levé. J'étais sur la route en courant et j'ai pas vu Laetitia, j'ai pas vu le scooter par terre. Et le lendemain, j'ai vu le scooter. Enfin, Jessica a trouvé le scooter et c'est là que j'ai tout compris, quoi. C'était les portes qui claquaient, c'était l'enlèvement, c'était... Qui a enlevé Laetitia ? Pour le savoir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un appel à témoins est placardé chez tous les commerçants. Des dizaines de gendarmes et de militaires fouillent les environs de la maison de Laetitia. Les étangs sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survole même les bords de mer du côté de Saint-Nazaire. Mais ces recherches n'aboutissent à rien. Une question hante les enquêteurs. Laetitia est-elle toujours en vie ? Quelques heures plus tard, ils vont faire de nouvelles découvertes. Alors que les pistes suivies jusque-là sont restées vaines, les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic. Leur objectif, retracer le parcours de Laetitia durant les dernières 24 heures. L'objectif de ce type d'enquête, c'est de répondre à une seule question au démarrage. C'est qui a vu la personne disparue, qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est la question à laquelle on doit répondre. Donc évidemment, on essaie de retracer la chronologie jusqu'à la disparition, bien entendu. Ce jour-là, Laetitia part travailler en fin de matinée. Elle est serveuse dans un hôtel-restaurant de la Bernerie en Ré, situé à 3 km de chez elle. Mais après son service, vers 15h, contrairement à son habitude, Laetitia ne rentre pas chez elle. Elle envoie un message à Michel Patron, sa mère d'accueil. Je reste à la Berne cet après-midi. Là, elle va, comme il se doit, envoyer un SMS à Michel Patron. Je pense que c'est très,
très important de signaler ça parce que Laetitia a pris le réflexe après avoir été admonestée une première fois pour une absence qu'elle n'a pas signalée. Elle a été habituée à envoyer un SMS pour dire voilà, je reste sur la bernerie en Ré, vous inquiétez pas. La jeune fille est-elle partie se promener à la plage comme elle le fait parfois, ou a-t-elle fait des courses en ville? Les gendarmes veulent savoir. Et ce qu'ils vont découvrir va changer le cours de leur enquête. Plusieurs témoins attestent avoir vu Laetitia vers 17h30 dans un café du village. Et ils sont formels. La jeune fille n'était pas seule. Elle était en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années, au physique imposant. Un individu que personne ne connaît. Ils vont nous positionner Laetitia en compagnie d'un homme grand, 1m80, 85, cheveux longs, peignés en arrière, rasés sur les côtés, le teint assez pâle. Qui est cet homme? Les gendarmes doivent absolument le retrouver. Son témoignage peut être capital pour découvrir ce qui s'est passé cet après-midi-là. Selon les témoins, les deux jeunes gens restent environ 1 heure ensemble, à rire et à discuter. À 18h, Laetitia doit reprendre son travail. Le jeune homme la raccompagne jusqu'à l'hôtel-restaurant. Il semble de plus en plus complice. Ils vont vraisemblablement s'embrasser à son travail qu'elle reprend à 18h à l'hôtel de la bernerie. On va les voir enlacés devant l'hôtel. Et les deux jeunes gens n'en restent pas là. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau l'inconnu. Ensemble, ils font la tournée des bars. Il emmène Laetitia à Pornic. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et ils vont consommer dans un bar à proximité du casino, qui est un bar un peu chic, du champagne. Où sont-ils allés ensuite? Les gendarmes perdent leurs traces. C'est alors qu'ils recueillent un nouveau témoignage capital. Le meilleur ami de Laetitia leur confie qu'à minuit, elle lui a envoyé un message et elle semblait affolée. Elle envoie d'abord un SMS à un ami en lui disant qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. Et effectivement, elle le rappelle. Et à ce moment-là, elle lui dit « J'ai été violée, je ne me sens pas bien, je rentre, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment ». Ensuite, son téléphone portable ne répondra plus jamais. Ce coup de téléphone fait craindre le pire aux gendarmes. D'autant qu'ils engrangent un autre témoignage inquiétant. Vers 1h du matin, juste après le coup de téléphone, un témoin affirme qu'il a vu Laetitia et l'inconnu en pleine dispute. Il va voir Laetitia discuter à 1h du matin avec un homme conduisant une 106 blanche avec une discussion houleuse. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Où Laetitia est mécontente, visiblement, et il y a un véritable différend qui est en train de se produire sous ses yeux. Laetitia prend son casque, prend ses gants, monte sur son scooter et part à scooter. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia. Et c'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Qui est donc l'inconnu qui a passé l'après-midi et la soirée avec Laetitia? Comment l'identifier? Les enquêteurs disposent seulement de sa description physique et de la marque de sa voiture. Alors, ils interrogent à nouveau les gens du village. Et la stratégie va s'avérer payante. Ce soir-là, un homme a vu la jeune fille en compagnie de l'individu en question et il le connaît. Il va nous donner le nom de Tony Mellon comme étant celui qui conduit la voiture blanche, qui est une 106, et qui a priori est volée. Pour les gendarmes, Tony Mellon n'est pas un inconnu. Il a même un casier judiciaire bien rempli. Viol, vol à main armée, c'est quelqu'un qui maintenant est assez chevronné, on va dire, dans son comportement délictuel, voire criminel, potentiellement armé, a priori déterminé à être violent, n'ayant pas peur des forces de l'ordre.
Tony Meillon devient immédiatement le suspect numéro 1 et les gendarmes veulent le retrouver au plus vite car ils ont une certitude. Si elle est entre ses mains, Laetitia court un grand danger. Tony Meillon est un homme dangereux. Délinquant multirécidiviste, à 31 ans, il a déjà passé le tiers de sa vie en prison. Né en 1979 à Nantes, il vient au monde dans une famille minée par les violences conjugales. Adolescent, il est placé dans ce foyer de Guérande, à 50 km de Nantes. Mais l'école ne l'intéresse pas. Il fugue à plusieurs reprises pour revenir chez lui. Doté d'un physique imposant, il se montre agressif et autoritaire avec ses camarades. Il joue les caïds et commence à revendre un peu de cannabis. Il commet aussi ses premiers larcins. Il est en foyer, il commet un premier délit, il est incarcéré la première fois vers 15-16 ans, il sort de prison, à nouveau il commet un délit, il est à nouveau incarcéré. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Il y a une gradation dans la gravité des faits qu'il va commettre. Ça commence par des vols, des violences, et puis il va s'essayer au braquage de façon parfois un peu minable ou un peu ratée. Il braquera un pistolet sur la tente d'un commerçant pour récupérer 60 €. À chaque fois, ça marche pas. Et puis en détention, on passe encore au stade supérieur. Il va être condamné pour avoir violé l'un de ses codétenus. Acte que M. Meillon a toujours contesté. Il dit effectivement, je l'ai bien tapé, je l'ai bien molesté. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Je l'ai fait dormir dans les toilettes, mais je ne l'ai jamais violé. Pour le viol de son codétenu, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Dès sa sortie de la maison d'arrêt, le jeune homme replonge et tombe dans une spirale de violence. En août 2003, il commet 3 braquages dans le même après-midi. À la clé, un maigre butin, 175 €. Il repart en prison pour 6 ans. À sa libération, d'autres condamnations vont suivre. Vol aggravé, conduite en état d'ivresse, évasion par violence ou encore outrage à magistrat. Lors de ces procès, les experts dressent le portrait d'un homme d'intelligence normale, mais qui présente des aspects sadiques, dominé par l'impulsivité et dangereux, y compris avec les femmes. Celles qui ont partagé sa vie témoignent des violences qu'elles ont subies. Ses compagnes disent aujourd'hui qu'il leur faisait peur. C'est vrai aussi des membres de sa famille dont certains ont d'ailleurs à des moments porté plainte contre lui. Elle parle d'un homme qui peut avoir des accès de violence, mais on sent que cette violence, elle est toujours à fleur de peau et qu'elle peut exploser à n'importe quel moment. Et c'est ce qui ressort aussi des relations qu'il a pu entretenir avec les femmes qu'il a rencontrées. Laetitia se trouverait donc entre les mains d'un individu dangereux. La jeune fille a disparu depuis une dizaine d'heures. Peut-être n'est-il pas trop tard pour la retrouver. Mais en tout cas, il faut faire vite. À la gendarmerie de Pornic, tous les hommes sont sur le pied de guerre. Il faut interpeller Tony Meillon. Mais où peut-il se cacher ? Les gendarmes examinent le dossier judiciaire du suspect. À l'intérieur, il retrouve ses connaissances, sa famille, ses amis. Tout son entourage est passé au crible. C'est là qu'on va découvrir le relationnel potentiel de Tony Meillon auprès des services de police et des unités de gendarmerie qui vont nous donner des noms, soit d'ex-compagnes, de codétenus, de cousins. Donc c'est là qu'on va découvrir le cousin de Tony Meillon, chez qui il a priori pourrait habiter. Les gendarmes tiennent peut-être une piste. Le cousin de Tony Meillon habite dans un hameau à une dizaine de kilomètres de Pornic. Il décide d'intervenir, mais l'opération est risquée. Donc nous sommes dans une logique d'enlèvement et de séquestration, donc d'une prise d'otage potentielle. Nous avons l'espoir toujours de retrouver Laetitia vivante. Avec un homme déterminé, potentiellement armé, on fait appel au GIGN. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Le lendemain, à 6h du matin, les gendarmes arrivent sur place. Ils découvrent une bâtisse au milieu d'un grand terrain avec des caravanes. La maison semble habitée. Les équipes donnent l'assaut. Le véhicule est arrivé, la colonne d'assaut a débarqué et ils ont pénétré dans la maison.
Tony Mellon a pris la précaution de mettre un fusil 22 long rifle à la porte. Et il dort en fait sur le canapé qui se trouve à 5-6 mètres derrière la porte. Les chiens, évidemment, aboient. On estime, on imagine qu'il a été alerté et qu'il s'est précipité vers la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le barillet de la porte qui saute avec la cartouche céramique et c'est là qu'il va être blessé. Tony Meillon n'a pas eu le temps de se servir de son arme. L'interpellation est réussie. Légèrement blessé, Meillon est conduit à l'hôpital. Mais les gendarmes cherchent maintenant Laetitia. Est-elle retenue prisonnière dans la maison? Les hommes passent la propriété au peigne fin. Quand nous interpellons, on espère évidemment retrouver Laetitia vivante. On va très rapidement déchanter. Pourquoi? Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. On met une première perquisition dans la maison d'habitation, dans le hangar attenant, évidemment dans les caravanes attenantes. Donc on ne découvre pas de traces de Laetitia vivante. Les gendarmes sont déçus, mais ils ont la conviction que c'est bien Tony Meillon qui a kidnappé la jeune femme. En garde à vue, le suspect se mure dans le silence. Dans un premier temps, Tony Meillon va rester muet. Toutes les questions qui lui seront posées par rapport à sa possible mise en cause dans la disparition de Laetitia Perret, sachant qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc on ne sait pas ce qu'il a pu en faire. En tous les cas, pour nous, nous avons l'intime conviction que c'est lui, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ça, on en est certain. Meillon ne dit toujours rien, mais sur le terrain, les recherches s'intensifient. La maison, les caravanes, le hangar sont fouillés. Les gendarmes ne négligent aucun détail. Et quand ils inspectent la voiture, leurs craintes se confirment. Et à l'ouverture du coffre, on découvre du sang. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia. Une quantité extrêmement importante de sang. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit du sang de Laetitia. Un échantillon, analysé en urgence, confirme leurs soupçons. Vraisemblablement, Laetitia a été placée dans le coffre de la voiture. Vivante ou morte, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y a laissé une quantité de sang tellement importante que, à cet instant, tout le monde a à peu près compris qu'on ne la retrouverait pas vivante. Et les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. Quelques minutes plus tard, dans le jardin du suspect, cette fois, au milieu des détritus et des carcasses de voitures, les enquêteurs trouvent un foyer encore fumant. Manifestement, les cendres sont récentes. On vient de brûler des outils. Quel intérêt de brûler des outils, si ce n'est que ces outils ont servi? Et on trouve un bijou porté par celle-ci le jour de sa disparition. Donc à ce moment-là, on retrouve de l'outil de découpe avec un bijou appartenant à Laetitia au milieu d'un foyer et au milieu de cendres. Le scénario terrible qui se révélera plus tard commence à pouvoir être imaginé puisqu'on a le sang, les outils, les cendres, le bijou. L'étau se resserre autour de Tony Meillon. L'homme refuse toujours de passer aux aveux, mais les preuves sont accablantes et la presse s'empare de l'affaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les grands titres de l'actualité ce soir, l'arrestation d'un suspect à Pornic après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans. Personne ne l'a revue depuis mardi soir. Elle est activement recherchée. Elle pourrait avoir été séquestrée et violée. Nous serons en direct sur place dans un instant. De nombreux journalistes se précipitent devant la maison où Tony Meillon a été arrêté. Tout le monde attend avec inquiétude le dénouement de l'histoire. La France entière s'émeut du sort de cette jeune fille de 18 ans qui a disparu depuis 2 jours et dont on n'a pas retrouvé le corps. En garde à vue depuis 24 heures, Tony Meillon n'est toujours pas passé aux aveux. Mais les gendarmes vont bientôt recueillir un nouveau témoignage qui va faire basculer l'enquête dans l'horreur. À la gendarmerie de Pornic, les enquêteurs continuent d'interroger les relations de Tony Meillon, dont un ferrailleur à qui le suspect a donné rendez-vous devant un centre commercial au lendemain de la disparition de Laetitia. Et ce témoin va leur tenir des propos glaçants.
Tony Meillon contacte Nicolas Bouvet, avec qui il est en affaires sur de la vente de ferraille. Et il doit de l'argent à Nicolas Bouvet. Donc Nicolas Bouvet, lui, il croit que potentiellement, il va le rembourser. Il va lui dire, je ne peux pas te rembourser, j'ai fait une connerie. J'ai renversé un mec, il était sur son scooter, je suis descendu, il ne bougeait plus. Je l'ai chargé dans mon véhicule. Comme il a paniqué, il l'a découpé. Il a dans la voiture 2 grandes poubelles noires. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et il dit à Nicolas Bouvet, j'ai les restes du corps d'un homme. Comment tu les feras disparaître ? Et Nicolas Bouvet va donner à Tony Meillon le conseil étrange de jeter les poubelles avec les restes humains dans la Loire. Ce témoignage, effectivement, est déterminant et permet aussi d'imaginer que Tony Meillon s'est déplacé et a transporté le corps depuis le lieu de la mort de Laetitia. Pour s'en débarrasser, la question reste de savoir à ce moment-là où est le corps, où sont les éléments du corps. Les enquêteurs comprennent que le corps de Laetitia a été découpé. Ils mettent le suspect face aux déclarations de son ami. Alors, Tony Meillon craque et donne sa version des faits. Il reconnaît avoir rencontré Laetitia dans l'après-midi. Vers 16h, il accoste la jeune fille à la bernerie en Ré. Ils se promènent alors sur la plage où ils font connaissance. Tony Meillon prend même une photo de Laetitia avec son téléphone portable. Je pense que monsieur Meillon lui rentre dedans. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Il est sorti avec et lui a fait un bisou. Le fait qu'un garçon sensiblement plus âgé qu'elle ait pu la draguer, je pense que ça a pu être perçu dans un premier temps pour elle, qui au demeurant était timide, et qu'elle ait pu être un petit peu flattée, se laisser un petit peu entraîner dans quelque chose qu'elle ne voulait pas fondamentalement, mais qu'elle voulait bien laisser faire. Je pense que dans un premier temps, elle a pu consentir à ce petit jeu de séduction. Ils vont fumer des pétards et puis ils vont consommer 1 ou 2 traces de cocaïne. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Et ensuite, il la raccompagne à son travail. Il va vouloir lui faire un cadeau, de lui acheter une paire de gants. Tony Meillon raconte ensuite aux gendarmes avoir passé la soirée dans des bars avec Laetitia, puis lui avoir offert la paire de gants. Vers 1h du matin, la jeune fille serait repartie seule chez elle. Meillon se serait alors aperçu que Laetitia avait oublié les gants qu'il venait de lui offrir. Il se serait lancé à sa poursuite et l'aurait percuté par accident. Il va être occupé en train de fumer un joint qui va tomber dans l'habitacle, qui va faire un peu de fumée, qu'à un moment, il se baisse pour ramasser l'habitacle et qu'ils sont à un choc. Ils sont à un choc, ils s'arrêtent et ils voient qu'effectivement, il a percuté Laetitia. La voiture était volée, il était recherché, il avait de la drogue. Il s'est dit, jamais on me croira. Pris de panique, pensant qu'elle est décédée, il se dit que peut-être personne n'a rien vu et que si elle est décédée, peut-être la seule solution, c'est effectivement de faire disparaître, en tout cas, d'emmener le corps. Meillon avoue donc avoir tué Laetitia, mais par accident. Et pour éviter de se faire prendre, il aurait fait disparaître le corps. Il va nous expliquer qu'il s'est débarrassé du corps en le balançant depuis le pont de Saint-Nazaire dans la Loire. Il va nous le dire. Allez voir les caméras. Sur le pont, il y a des caméras. Donc. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Il fait l'enquêteur. Il nous pousse à l'investigation, il nous pousse à la recherche opérationnelle aussi, puisque derrière, je vais décider d'engager des moyens hélicoptères, des moyens nautiques, pour très vite déchanter. Les gendarmes sondent la Loire aux abords du pont de Saint-Nazaire. Mais au fil des heures, ils réalisent que Tony Meillon les mène en bateau. Ils se rendent compte qu'il est quasiment impossible de s'arrêter sur ce pont très fréquenté, de jour comme de nuit. De plus, il aurait forcément été filmé par les caméras de surveillance qui jalonnent le pont. 48 heures après la disparition de Laetitia, la garde à vue du suspect se termine. Et les enquêteurs ne savent toujours pas où est le corps de la jeune fille. Meillon balade les gendarmes de mensonges en provocation. On est dans une sorte d'imaginaire
ou de délire, où il va commencer à faire intervenir d'autres forces. Il dit « le diable m'a pris et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait ». Il va nous indiquer dans la vie, voilà, il y a des victimes et il y a des prédateurs. Moi, je suis un prédateur. Une attitude étrange, mais Tony Meillon a une stratégie en tête. Tout cela, c'est son idée de faire croire qu'il est fou. Dès le départ, il dit je l'ai tué, je mérite la peine de mort. Voilà, pas la peine de me juger, pas la peine de faire d'enquête. Voilà, je mérite la peine de mort. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, il ne voit même pas l'intérêt de collaborer ni rien. Il dit bon, je l'ai tué, c'est fini. Mais pour le juge d'instruction, Tony Meillon est responsable de ses actes. Bien que le corps n'ait pas été retrouvé, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort et placé en détention provisoire à la prison de Nantes. Ce fait divers sordide va se transformer en affaire d'État car les gendarmes découvrent un élément qui va faire beaucoup de bruit. Le jour de la disparition de Laetitia, Tony Meillon aurait dû se trouver en prison. Libéré 1 an plus tôt avec une mise à l'épreuve, il avait un certain nombre d'obligations à remplir sous peine de repartir derrière les barreaux. Et ce qu'on lui demande, en gros, c'est de trouver du travail. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Et d'aller voir un médecin, obligation qu'il ne remplira pas. Tony Meillon aurait donc dû retourner en prison, mais l'administration pénitentiaire ne l'a jamais rappelé. Il est suivi par un service qui croule sous les dossiers et son dossier à ce moment-là n'est pas considéré comme un dossier prioritaire, peut-être parce qu'on n'a pas regardé le reste de son casier judiciaire, que l'information est mal passée, mais le dossier il est mis de côté un certain temps en se disant celui-là on le traitera dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 mois, dans 6 mois et puis finalement les dossiers s'entassent et le dossier ne sera jamais traité. Le drame est arrivé et le drame aurait pu être évité, non pas parce que Tony Meillon se serait comporté différemment. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Mais parce que Tony Meillon n'aurait pas dû être en situation de commettre ces faits-là. Vous imaginez la colère du côté des victimes à prendre cela. Cette découverte soulève l'indignation générale. L'idée que Tony Meillon aurait dû être en prison au moment où il a massacré Laetitia révolte la France entière. Le président de la République de l'époque intervient et pointe du doigt les fautifs. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. L'affaire prend de l'ampleur. Les magistrats se mettent en grève pendant plusieurs jours, une première en France. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la colère des magistrats qui ont appelé à une grève nationale des audiences pour protester contre les propos tenus par le chef de l'État qui les accusait de faute dans l'affaire Laetitia. L'inspection des services judiciaires est même chargée de comprendre comment Tony Meillon a pu être laissé en liberté sans la moindre surveillance. Finalement, les juges seront mis hors de cause. Loin de cette agitation médiatique, les enquêteurs continuent à chercher le corps de Laetitia. Où Tony Meillon aurait-il pu le dissimuler ? Le 1er février 2011, leurs efforts vont payer. Ils font une terrible découverte à l'étang de Lavaux-sur-Loire. On va découvrir cette nasse à 7 mètres de fond, où lestée par un parpaing, un amalgame de membres de corps, donc les bras, le bas des jambes, la tête de Laetitia ficelée dans un grillage à poules. J'ai eu mon avocat, il me dit on a retrouvé la tête de votre fille. Franck Perret, père biologique de Laetitia. J'étais en voiture. J'ai halluciné. J'ai pété les plombs. Et l'horreur ne s'arrête pas là. 4 mois plus tard, l'autopsie du cadavre révèle des détails atroces. Les juges d'instruction font part aux proches des conclusions des médecins légistes. Pascal Rouillet, l'avocat de la famille d'accueil, n'a pas oublié ce moment resté gravé dans sa mémoire. Vous entendez les juges d'instruction, prudents, mesurés, décrire l'horreur absolue
de manœuvres de strangulation, de manœuvres de poignardage répétées, 44 coups de couteau. C'est une description atroce, inhumaine du comportement d'un homme. Tony Meillon, qui jusque-là affirmait avoir tué la jeune femme accidentellement, devra expliquer les 44 coups de couteau et l'étranglement constatés par l'autopsie. Acceptera-t-il enfin de reconnaître son crime devant la cour d'assises ? 5 mois après sa mort, les obsèques de Laetitia Perret sont célébrées à l'église de la Bernerie en Ré. Une foule immense est venue rendre hommage à la jeune fille de 18 ans. En tête du cortège, Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. C'était très dur déjà pour elle. De perdre, comment on peut dire, sa moitié comme nous. C'est la moitié de son cœur et de notre cœur. Elle était pas dégoûtée, on peut pas dire ça, mais déboussolée. C'était atroce. Pour nous, c'était le choc. Ce jour-là, toute la famille est unie dans la douleur. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle affaire sidère l'opinion publique. Cette fois, c'est Gilles Patron, le père d'accueil, qui va se retrouver face à la justice. 2 mois après l'enterrement, il est interpellé par les gendarmes. Plusieurs jeunes filles accueillies chez lui, dont Jessica, la sœur jumelle de Laetitia, l'accusent d'agression sexuelle. Gilles Patron a prétendu que Jessica était amoureuse de lui. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Qu'ils n'avaient commencé leur relation sexuelle qu'après la majorité de Jessica et qu'ils étaient un couple. Quand on est face à un grand pervers comme Gilles Patron, eh bien, on est face justement à quelqu'un qui a des capacités de manipulation telles que personne ne pourrait imaginer le degré d'hypocrisie et de perversité. Voilà, c'est absolument affligeant. Je pensais que M. Patron était, on peut dire, entre parenthèses, un homme bien. Et on découvre peu de temps après qu'il est quand même violeur de Jessica et d'autres. En mars 2014, Gilles Patron est condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur Jessica et 4 autres jeunes filles. Pour Laetitia, rien n'a pu être prouvé. Laetitia s'est confiée à son amie Laura pour indiquer qu'effectivement elle avait été victime de viol de la part de Gilles Patron. Mais Gilles Patron n'a pas pu être jugé pour ces faits-là. Ça restera un mystère. De son côté, Tony Meillon prépare sa défense. Il n'a toujours pas avoué. Malgré les charges accablantes qui pèsent contre lui, il promet au contraire de faire des révélations fracassantes devant le tribunal. 22 mai 2013, palais de justice de Nantes. Tony Meillon comparaît devant la cour d'assises. Il est accusé d'avoir tué et découpé Laetitia Perret 2 ans plus tôt. Pour ce crime, il risque la prison à perpétuité. Alors, il tente un coup de théâtre et il livre aux jurés un étrange scénario dans lequel apparaît un complice. Ce soir-là, dit-il, il aurait donc bien renversé Laetitia accidentellement. Pour la première fois, il reconnaît aussi lui avoir asséné des coups de couteau pour faire croire à un crime de rôdeur. Mais il affirme qu'il n'est pas l'auteur du démembrement du corps de la jeune femme. Il va tenter de le faire, il ne va pas y arriver, et c'est à ce moment-là qu'il va faire appel. Il va faire appel à un complice. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Par contre, je ne peux pas dénoncer une personne qui est venue à mon aide, donc je vous indique que c'est une personne et que je vais nommer Monsieur X. Mais alors, qui est ce complice ? Aucun des jurés ne va croire à cette histoire. Ce qui devait être une révélation ressemble à un nouveau mensonge. Tony Meillon écope de la sanction maximale, la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Une peine alourdie par une mesure exceptionnelle, la rétention de sûreté. Autrement dit, il devra rester en prison aussi longtemps que les experts psychiatres le jugeront dangereux, même au-delà du terme de sa condamnation. Mais Tony Meillon ne renonce pas. Il fait appel. 2 ans plus tard, en octobre 2015, l'appel a lieu devant le tribunal de Rennes. 4 ans après le meurtre de Laetitia, l'affaire Meillon fascine toujours. Le public et les journalistes sont venus en masse, car Tony Meillon a promis de révéler le nom de ce monsieur X, le complice qui aurait découpé Laetitia. Pour le père de la victime, cet appel est une épreuve supplémentaire. Un manipulateur, comme je le dis et je le redis, de toute façon, ça restera un manipulateur et il joue avec le ton. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Avec nous, en fin de compte, nous rend fous d'attendre. Ça fait 5 ans bientôt qu'on en procède ici. Au tribunal, le suspense ne va pas durer très longtemps. Tony Meillon révèle bien l'identité de Monsieur X, mais cet homme, déjà entendu par la police, présente un alibi solide pour le soir du meurtre. La cour! Comme à Nantes, l'avocat général requiert la réclusion à perpétuité assortie de la mesure exceptionnelle de rétention de sûreté. Mais cette fois-ci, la cour ne le suit pas jusqu'au bout. Tony Meillon écope de la perpétuité, mais il pourra demander sa libération à la fin de sa période de sûreté. Malgré l'allègement de sa peine, Jessica Perret et les proches de Laetitia sont soulagés. Pour eux, c'est la fin d'un long calvaire judiciaire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le mystère des destins brisés, les énigmes qui hantent les prétoires et les machinations de l'ombre constituent le cœur battant de l'histoire judiciaire. Parfois, la découverte de la vérité ne tient qu'à un fil ténu, une intuition ou un indice presque invisible. Bienvenue dans ce récit consacré à l'une des affaires les plus marquantes de la Bretagne, l'affaire Tony Meillon. Tout commence à Pornic, une charmante cité côtière où la vie s'écoule habituellement au rythme des marées. Le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi, la jeune Laetitia Perret est vue pour la dernière fois par des témoins. Puis, le silence s'installe. Elle disparaît mystérieusement, laissant derrière elle une famille et une ville plongée dans l'inquiétude. Très vite, l'attention de la police se porte sur un homme de 30 ans, Tony Meillon, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille, mais il affirme avec insistance qu'il s'agissait d'un simple accident. Pourtant, les enquêteurs nourrissent de profonds doutes. L'homme possède un profil inquiétant, une noirceur que ses paroles peinent à masquer. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et surtout, où se trouve le corps de Laetitia? Le jeudi 20 janvier 2011, alors que l'aube n'est pas encore levée sur un village paisible situé à 40 km de Nantes, le calme est rompu. Il est 6 heures du matin et les gendarmes d'élite se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible est une maison un peu à l'écart, celle de Tony Meillon, un homme au passé judiciaire lourd, connu pour être violent et dangereux. Il est soupçonné d'avoir kidnappé Laetitia, une jeune fille de 18 ans. L'intervention est rapide, le suspect est interpellé, mais l'adolescente reste introuvable. Une course contre la montre s'engage alors. Est-elle toujours en vie? 24 heures plus tôt, le mercredi 19 janvier, l'alerte avait été donnée par Jessica Perret, la sœur jumelle de Laetitia. En se réveillant dans leur maison de Pornic, Jessica ressent une angoisse immédiate. Sa sœur n'est pas rentrée de la nuit, ce qui ne lui ressemble pas. Laetitia était partie travailler la veille dans un restaurant local et n'avait plus donné signe de vie. En sortant de la maison, Jessica fait une découverte qui glace le sang, le scooter de sa sœur gît au sol, légèrement accidenté, à quelques dizaines de mètres de leur domicile. Les gendarmes, alertés par la famille, examinent l'engin. À première vue, on pourrait croire à une chute banale, le scooter ayant glissé sur une quinzaine de mètres.
Mais les techniciens remarquent vite des détails troublants. Le véhicule est à peine éraflé, les feux sont intacts. Il semble avoir été abandonné là volontairement ou frôlé par un autre véhicule plutôt que projeté violemment. Sur la chaussée, on retrouve une chaussure, des clés et des effets personnels appartenant à Laetitia. Des traces de pneumatiques accompagnent le sillage du scooter, suggérant l'intervention d'une voiture. L'espoir de retrouver Laetitia blessée dans un hôpital s'évanouit rapidement après plusieurs appels infructueux. Les enquêteurs écartent aussi l'idée d'une fugue. Laetitia et Jessica ont eu une enfance difficile, marquée par la fragilité de leur mère et le caractère complexe de leur père biologique, avant d'être placées en famille d'accueil chez Gilles Patron. Malgré ce passé, Laetitia était une jeune fille équilibrée, respectueuse et épanouie dans son travail. Elle n'aurait jamais fugué sans ses chaussures ou ses papiers. Le diagnostic tombe à 14 heures, il s'agit d'un enlèvement et d'une séquestration. Le choc est immense pour ses proches. Gilles Patron raconte avoir entendu des portières claquer vers 1h25 du matin, mais n'avoir rien vu de suspect sur le moment. Les recherches s'intensifient. Des appels à témoins sont placardés partout, des plongeurs sondent les étangs et un hélicoptère survole la côte. L'enquête se concentre alors sur les dernières 24 heures de la victime. On apprend que Laetitia, après son service de l'après-midi, a envoyé un message à sa mère d'accueil pour dire qu'elle restait se promener. Des témoins affirment l'avoir vue vers 17h30 dans un café, accompagnée d'un homme imposant d'environ 1,85 m, aux cheveux longs peignés en arrière. Ils semblaient complices, riant et discutant pendant 1 heure. Plus tard, vers 22h, ils sont vus ensemble dans un bar chic de Pornic, partageant du champagne. Cependant, le ton change brusquement vers minuit. Laetitia envoie un message affolé à un ami, mentionnant un événement grave. Lors d'un bref appel, elle confie se sentir mal et vouloir rentrer. Vers 1h du matin, un dernier témoin voit Laetitia se disputer violemment avec l'inconnu, qui conduit une petite voiture blanche. Elle met son casque, monte sur son scooter et s'élance dans la nuit. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. L'identification de l'inconnu ne tarde pas. Un habitant reconnaît Tony Meillon. L'homme est bien connu des services de justice. À 31 ans, il a déjà passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux pour des vols, des violences et des braquages. Les experts le décrivent comme impulsif, dominateur et imprévisible. Ses anciennes compagnes témoignent d'une violence toujours prête à exploser. Après son interpellation par le groupe d'élite, Tony Meillon reste d'abord muré dans le silence. Mais les preuves s'accumulent. Dans le coffre de sa voiture, les techniciens découvrent une quantité importante de sang appartenant à Laetitia. Dans son jardin, parmi des détritus, on trouve un foyer fumant contenant des restes d'outils de découpe et un bijou de la jeune fille. Le scénario de l'accident défendu par le suspect ne tient plus face à l'horreur des indices. Un témoignage supplémentaire vient sceller son sort, celui d'un ferrailleur à qui Meillon a confié avoir fait une bêtise et avoir découpé le corps de quelqu'un qui l'aurait renversé. Le suspect finit par admettre avoir rencontré Laetitia, avoir consommé des substances avec elle, puis l'avoir percutée par mégarde en voulant lui rendre des gants oubliés. Il prétend avoir jeté le corps depuis le pont de Saint-Nazaire, mais les caméras de surveillance ne confirment pas ses dires. Il joue avec les nerfs des enquêteurs, se présentant tantôt comme une victime du diable, tantôt comme un prédateur fier de son acte. L'affaire prend une dimension nationale lorsqu'on apprend que Meillon n'aurait jamais dû être libre. Il n'avait pas respecté ses obligations de suivi judiciaire, mais son dossier était resté en souffrance sous une pile de documents administratifs. Cette révélation provoque une crise politique majeure et une grève historique des magistrats, critiquée par le sommet de l'État. Le 1er février 2011, la quête de vérité prend un tournant macabre. Dans un étang à Lavaux-sur-Loire, les plongeurs découvrent des restes humains lestés par un parpaing et enveloppés dans du grillage. L'autopsie révèle l'insoutenable, Laetitia n'est pas morte d'un accident de la route. Elle a subi des strangulations et a reçu 44 coups de couteau. La violence de l'acte contredit chaque mot du suspect. 5 mois après sa disparition, une foule immense se réunit pour les obsèques de Laetitia. La douleur est palpable, portée par Jessica, sa sœur jumelle, qui a perdu sa moitié. Mais alors que la famille tente de faire son deuil, un nouveau scandale éclate. Gilles Patron, le père d'accueil qui s'était affiché comme le protecteur de la famille dans les médias,
est interpellée. Plusieurs jeunes filles, dont Jessica, l'accusent d'agression sexuelle. Cette révélation ajoute une couche de tragédie à une histoire qui en comptait déjà trop, montrant que les loups ne sont pas toujours ce que l'on croit. L'histoire de Laetitia Perret reste gravée dans les mémoires comme celle d'une jeunesse fauchée, mais aussi comme le symbole d'un combat pour la justice et la vérité, rappelant que derrière chaque fait divers se cachent des vies, des émotions et une quête incessante d'humanité. L'histoire que nous allons parcourir ensemble n'est pas seulement le récit d'une enquête, mais celui d'une quête pour la justice, la solidarité et la mémoire d'une jeune vie. Dans le calme de la Bretagne, à Pornic, là où le vent de mer apporte souvent des promesses de renouveau, une affaire a marqué les esprits. Bienvenue dans cet espace de réflexion où la vérité finit toujours par éclairer les zones d'ombre. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 heures du matin, ce 20 janvier 2011. Les forces de l'ordre se préparent avec une grande détermination. Leur mission est de retrouver une jeune fille de 18 ans, nommée Laetitia. Dans ce moment de tension, l'espoir reste le moteur principal de chaque action. La veille, le mercredi 19 janvier 2011, Jessica Perret ressent une inquiétude profonde. Sa sœur jumelle n'est pas rentrée. Laetitia, une jeune femme courageuse et respectueuse de ses engagements, travaillait dans un établissement local. À quelques dizaines de mètres de la maison, on retrouve son scooter. Il est légèrement accidenté, comme si le destin avait voulu laisser une trace pour nous guider. Les enquêteurs, menés par le colonel Fabrice Bouillet, examinent chaque détail avec une précision exemplaire. On retrouve une chaussure, des clés, des éléments qui appartiennent à Laetitia. Très vite, la piste d'une simple disparition volontaire est écartée. Laetitia aimait sa vie, sa famille et son travail. Son père, Franck Perret, décrit une jeune fille timide, réservée, mais rayonnante. Elle était quelqu'un qui respectait les horaires, une belle âme intégrée dans son environnement. L'enquête s'accélère. Des dizaines de personnes se mobilisent. Un appel à témoins est lancé, montrant la solidarité exemplaire de toute une région. Les commerçants, les militaires, les citoyens, tous s'unissent pour chercher la vérité. Grâce à des témoignages précieux, les enquêteurs apprennent que Laetitia a été vue en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années. Ils ont discuté, ri, et partagé un moment dans un café. Cet homme est identifié comme Tony Meillon. Bien que son passé soit complexe, l'objectif de la justice est de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Tony Meillon est interpellé. Dans son silence initial, les enquêteurs travaillent sans relâche. Ils découvrent des indices matériels, mais ils cherchent surtout à apaiser la douleur d'une famille. L'affaire devient un symbole national, rappelant l'importance de la vigilance et de la protection des plus vulnérables. Elle suscite un débat profond sur le fonctionnement de la justice et la surveillance des individus en difficulté. Le dénouement, bien que teinté de tristesse, permet enfin d'apporter des réponses. On découvre que la vérité ne tient parfois qu'à un fil, mais ce fil est tenu par des hommes et des femmes dévoués. Les obsèques de Laetitia, célébrées à l'église de la Bernerie en Ré, rassemblent une foule immense. C'est un moment de communion, où la douleur se transforme en un hommage vibrant à la vie. Cette histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la solidarité humaine ne s'éteint jamais. Elle nous rappelle la valeur de chaque instant et l'importance de construire une société plus juste et plus attentive aux autres. Laetitia reste dans les mémoires comme une jeune fille dont le sourire continue d'inspirer ceux qui luttent pour la vérité. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Tony Meillon. Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Puis elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille, mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon,
un podcast inédit de chroniques criminelles. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 heures du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible est cette maison, un peu à l'écart du village. C'est celle d'un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux qui s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans nommée Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect mais ils ne trouvent aucune trace de l'adolescente. Où est-elle ? Est-elle toujours en vie ? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie en Retz. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, à quelques dizaines de mètres, elle va découvrir une scène inquiétante. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia, explique qu'elle a retrouvé le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Laetitia a disparu et son véhicule est au sol à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes qui découvrent bientôt le scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident car l'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Le scooter est très légèrement accidenté, c'est presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là alors qu'il avait fonctionné jusqu'à ce point précis. On n'a pas un scooter écrasé ou détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté ou frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent, bien évidemment, à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ces effets personnels abandonnés sur la route, d'autant qu'ils retrouvent aussi des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Le colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers, précise que les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse car on sent que le véhicule est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un autre véhicule. Hélène Lecomte, journaliste à la chaîne Info, note que le choc ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang, a priori, autour du scooter et il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux mais aucune jeune fille correspondante au signalement de Laetitia n'a été admise. Mais alors, si elle n'a pas été blessée, où est-elle passée ? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident pour une autre piste, celle de la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle ? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia, relate qu'en raison d'un comportement très caractériel de leur père, les parents se sont séparés quand elles étaient bébés. Elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron, qui était assistant familial et père de famille d'accueil. Dans leur famille d'accueil, les deux sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Franck Perret, le père biologique de Laetitia, se souvient qu'elle était un peu timide, réservée, un peu distante et un peu secrète, mais elle était une belle femme et une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille et bien dans son travail. C'était quelqu'un qui rentrait le soir et partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est à son tour écartée. Les enquêteurs s'orientent donc vers une troisième piste. Ils débouchent très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène qu'ils découvrent avec le scooter. Laetitia a été enlevée. À 14 heures, l'enquête bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le Conseil général appelle le père biologique ce jour-là sur son téléphone pour lui annoncer que Laetitia a été kidnappée.
Il cherche sa fille partout, il fait toute la bernerie, il va voir les caravanes qui sont cassées, craignant dans quel état il pourrait la retrouver. Pour la famille d'accueil de Laetitia, l'hypothèse du kidnapping est un choc total. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit comme il le raconte dans une interview. Il explique qu'il ne dormait pas puisqu'elle n'était pas rentrée. Jusqu'à 1h25 du matin, il est resté éveillé. À ce moment précis, il a entendu des portières claquer, il s'est levé et a couru sur la route mais il n'a pas vu Laetitia ni le scooter par terre. Le lendemain, quand Jessica a trouvé le scooter, il a tout compris, les portières claquées correspondaient à l'enlèvement. Qui a enlevé Laetitia? Pour le savoir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un appel à témoins est placardé chez tous les commerçants. Des dizaines de gendarmes et de militaires fouillent les environs de la maison de Laetitia. Les étangs sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survole même les bords de mer du côté de Saint-Nazaire. Mais ces recherches n'aboutissent à rien. Une question hante les enquêteurs, Laetitia est-elle toujours en vie? Quelques heures plus tard, ils vont faire de nouvelles découvertes. Alors que les pistes suivies jusque-là sont restées vaines, les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic. Leur objectif est de retracer le parcours de Laetitia durant les dernières 24 heures. L'objectif de ce type d'enquête est de répondre à une seule question au démarrage: qui a vu la personne disparue et qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante? Ce jour-là, Laetitia part travailler en fin de matinée. Elle est serveuse dans un hôtel-restaurant de la Bernerie en Retz, situé à 3 km de chez elle. Mais après son service vers 15h, contrairement à son habitude, Laetitia ne rentre pas chez elle. Elle envoie un message à Michel Patron, sa mère d'accueil, disant qu'elle reste à la Bernerie cet après-midi. Elle a pris le réflexe d'envoyer un message pour signaler ses déplacements afin que sa famille ne s'inquiète pas. La jeune fille est-elle partie se promener à la plage ou a-t-elle fait des courses en ville? Les gendarmes veulent savoir. Ce qu'ils vont découvrir va changer le cours de leur enquête. Plusieurs témoins attestent avoir vu Laetitia vers 17h30 dans un café du village. Ils sont formels, la jeune fille n'était pas seule. Elle était en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années au physique imposant, un individu que personne ne connaît. Les témoins décrivent un homme grand, mesurant environ 1m80 ou 1m85, avec des cheveux longs peignés en arrière et rasés sur les côtés, ayant le teint assez pâle. Les gendarmes doivent absolument le retrouver car son témoignage peut être capital. Selon les témoins, les deux jeunes gens restent environ 1 heure ensemble à rire et à discuter. À 18h, Laetitia doit reprendre son travail et le jeune homme la raccompagne jusqu'à l'hôtel-restaurant. Ils semblent de plus en plus complices. On les voit enlacés devant l'hôtel. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau l'inconnu. Ensemble, ils font la tournée des bars. Cécile de Oliveira explique qu'ils emmènent Laetitia à Pornic et vont consommer du champagne dans un bar à proximité du casino. Où sont-ils allés ensuite? Les gendarmes perdent leurs traces. C'est alors qu'ils recueillent un nouveau témoignage capital. Le meilleur ami de Laetitia leur confie qu'à minuit, elle lui a envoyé un message et elle semblait affolée. Elle dit d'abord qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. Lorsqu'elle le rappelle, elle lui dit qu'elle a été violée, qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle rentre sans pouvoir en dire plus. Ensuite, son téléphone portable ne répondra plus jamais. Ce coup de téléphone fait craindre le pire aux gendarmes, d'autant qu'ils engrangent un autre témoignage inquiétant. Vers 1h du matin, un témoin affirme avoir vu Laetitia et l'inconnu en pleine dispute. Elle discutait avec un homme conduisant une Peugeot 106 blanche. Le colonel Fabrice Bouillet note qu'il y a un véritable différend sous les yeux du témoin. Pascal Rouillet ajoute que Laetitia prend son casque, ses gants, monte sur son scooter et part. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. L'inconnu est identifié comme étant Tony Meillon, conducteur d'une voiture blanche probablement volée. Pour les gendarmes, Tony Meillon n'est pas un inconnu. Son casier judiciaire est bien rempli: viol, vol, vol à main armée. C'est quelqu'un de chevronné dans son comportement délictuel, potentiellement armé et déterminé à être violent. Il devient le suspect numéro 1. Tony Meillon a 31 ans et a déjà passé le tiers de sa vie en prison. Né en 1979 à Nantes, il vient d'une famille minée par les violences. Adolescent,
il est placé en foyer mais l'école ne l'intéresse pas. Il joue les caïds, vend du cannabis et commet des larcins. Hélène Lecomte explique qu'il y a une gradation dans ses crimes, allant des vols au braquage, et même un viol sur un codétenu pour lequel il a été condamné à 5 ans de prison. Son avocat, Fatih Benbrahim, précise que Meillon a toujours contesté le viol. Les experts décrivent Meillon comme un homme à l'intelligence normale mais présentant des aspects sadiques et impulsifs. Ses anciennes compagnes témoignent de sa violence constante. Les gendarmes décident d'intervenir au domicile de son cousin où il pourrait se cacher. Le GIGN est mobilisé car l'homme est jugé dangereux. Le lendemain à 6 h du matin, l'assaut est donné. Tony Meillon avait placé un fusil à la porte mais il est surpris dans son sommeil et interpellé après avoir été légèrement blessé par l'explosion du verrou de la porte. Les gendarmes fouillent la propriété mais ne trouvent aucune trace de Laetitia. En garde à vue, Meillon se mure dans le silence. Cependant, la perquisition de sa voiture révèle une quantité très importante de sang dans le coffre. Les analyses confirment qu'il s'agit du sang de Laetitia. Dans le jardin, les enquêteurs trouvent un foyer fumant où des outils et un bijou appartenant à Laetitia ont été brûlés. L'étau se resserre. Un témoin, Nicolas Bouvet, raconte que Meillon lui a confié avoir renversé un homme en scooter, l'avoir chargé dans son véhicule et l'avoir découpé par panique. Meillon finit par avouer aux gendarmes avoir rencontré Laetitia, avoir passé du temps avec elle, mais il prétend l'avoir percutée par accident en voulant lui ramener une paire de gants oubliés. Il affirme avoir jeté le corps depuis le pont de Saint-Nazaire, mais les recherches ne donnent rien. Il joue la provocation, se qualifiant de prédateur. L'affaire devient politique car Meillon aurait dû être en prison au moment des faits s'il avait été correctement surveillé par l'administration pénitentiaire. Le 1er février 2011, la tête et des membres de Laetitia sont retrouvés dans un étang, ficelés dans un grillage. L'autopsie révélera plus tard l'horreur absolue, 44 coups de couteau et une strangulation. Les obsèques sont célébrées dans une immense douleur, tandis que l'affaire prend une nouvelle tournure judiciaire complexe concernant l'entourage de la victime. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, nous explorons l'affaire Tony Meillon, une histoire qui a ému la France entière et qui, au-delà du drame, nous parle de la résilience, de la solidarité d'une communauté et de la quête inlassable de justice. Tout commence à Pornic, en Bretagne, une région magnifique où l'océan rencontre la terre dans un souffle de liberté. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Laetitia est une jeune fille de 18 ans, décrite par tous comme rayonnante, travailleuse et pleine d'avenir. Puis, elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille, mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil complexe. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon est un récit poignant qui nous plonge dans les méandres de l'âme humaine. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 h du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible est une maison un peu à l'écart du village, celle de Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect, mais aucune trace de l'adolescente. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt à Pornic. C'est un moment de mobilisation intense où chaque minute compte, où l'espoir de retrouver la jeune fille saine et sauve porte les enquêteurs. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. Le lien entre des jumeaux est souvent décrit comme quelque chose d'ineffable, une connexion qui dépasse les mots. La veille, Laetitia a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison, à proximité immédiate de celle-ci,
elle retrouve le scooter légèrement accidenté de sa sœur. La découverte du scooter est un choc, mais c'est aussi le point de départ d'une solidarité sans faille de la part de la famille et des autorités. Les gendarmes découvrent bientôt le scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. C'est presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là. On retrouve effectivement une chaussure, des clés, des éléments qui appartiennent à Laetitia. Ces indices, bien que minimes, sont les fils d'Ariane que les gendarmes vont suivre avec une détermination admirable. Les enquêteurs examinent le passé de la jeune fille pour comprendre si une fugue est possible. Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions difficiles, mais elles ont trouvé dans leur famille d'accueil un refuge et un soutien. Au bout de quelques années, Laetitia a renoué avec son père biologique, Franck Perret. Elle était une belle jeune femme, bien dans sa vie, respectueuse et aimée. La fugue est donc jugée impossible par tous ceux qui la connaissaient. Cette certitude renforce la volonté de la communauté de retrouver Laetitia. Les enquêteurs basculent alors l'enquête vers la piste de l'enlèvement, mobilisant des moyens considérables, plongeurs, hélicoptères et recherches au sol. L'objectif de ce type d'enquête est de répondre à une question primordiale: qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante? Les gendarmes retracent la chronologie de la journée de Laetitia. Elle a travaillé comme serveuse, puis elle a passé du temps avec un homme d'une trentaine d'années, décrit comme imposant. Les témoins décrivent une scène de complicité, de rire et de discussion. Cet homme, c'est Tony Meillon. Les gendarmes découvrent que Tony Meillon a un passé difficile, mais l'enquête se concentre avant tout sur la localisation de Laetitia. La découverte de traces de sang dans le coffre de la voiture de Tony Meillon est un tournant décisif. Cela renforce la conviction des enquêteurs que quelque chose de grave s'est produit. Pourtant, malgré les preuves qui s'accumulent, l'espoir de trouver la vérité demeure. Tony Meillon finit par donner une version des faits, prétendant un accident. Les gendarmes, avec une patience et une rigueur professionnelle, vérifient chaque détail de ses déclarations. La recherche du corps devient une priorité absolue, non seulement pour la justice, mais aussi pour permettre à la famille de faire son deuil dans la dignité. L'affaire prend une dimension nationale, soulevant des questions sur le suivi judiciaire des individus. Mais au cœur de ce tumulte médiatique, l'essentiel reste Laetitia. La découverte de ses restes dans l'étang de Lavaux-sur-Loire est un moment de douleur infinie, mais aussi de vérité. C'est la fin d'une attente insupportable. L'autopsie révélera la violence des faits, mettant en lumière le courage dont Laetitia a dû faire preuve. 5 mois après sa disparition, les obsèques de Laetitia sont célébrées à la Bernerie en Ré. Une foule immense, unie par la tristesse mais aussi par un profond respect, vient lui rendre hommage. Jessica, sa sœur jumelle, porte en elle la mémoire de sa sœur, une moitié de son cœur qui restera à jamais vivante à travers ses souvenirs. Cette histoire, bien que marquée par une fin tragique, témoigne de la force des liens familiaux et de l'importance de la justice dans notre société. Laetitia Perret ne sera jamais oubliée. Son sourire, sa gentillesse et la solidarité qu'elle a suscitée restent des sources d'inspiration. La justice a fait son travail, et même si la douleur demeure, la vérité a été mise au jour. C'est là le message essentiel de cette affaire: même dans les moments les plus sombres, la quête de vérité et de justice est un phare qui guide l'humanité vers un avenir plus juste et plus humain. Chaque vie est précieuse, et la mémoire de Laetitia continuera de briller comme un symbole de dignité et d'amour. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Tony Meillon. Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Puis elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille, mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant.
En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon, un podcast inédit de chroniques criminelles. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 heures du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible, cette maison, un peu à l'écart du village. Celle d'un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Il s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans, Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect. Mais aucune trace de l'adolescente. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie en Retz. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, on est à quelques dizaines de mètres. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia, explique qu'on a retrouvé le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Donc elle a disparu et son scooter est accidenté à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes. Ils découvrent bientôt son scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Le scooter est très légèrement accidenté. C'est presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là alors qu'il avait fonctionné jusqu'à cet endroit-là. On n'a pas un scooter écrasé ou détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté, frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent, bien évidemment, à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ces effets personnels abandonnés sur la route. D'autant qu'ils retrouvent aussi des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Le colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers, précise que les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse. Alors on sent qu'il est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un véhicule. Hélène Lecomte, journaliste à la chaîne Info, ajoute qu'il ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang, a priori, autour du scooter. Il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux. Aucune jeune fille correspondante au signalement de Laetitia n'a été admise. Mais alors, si elle n'a pas été blessée, où est-elle passée? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident pour une autre piste, la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia, souligne qu'en raison d'un comportement très caractériel de leur père, les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron, qui était assistant familial, famille d'accueil. Dans leur famille d'accueil, les deux sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Elle était un peu timide, réservée. Franck Perret, père biologique de Laetitia, se souvient qu'elle était un peu distante, un peu secrète, mais elle était une belle femme, une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail. Puis c'était quelqu'un qui rentrait le soir, partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est à son tour écartée. Les enquêteurs s'orientent donc vers une troisième piste. On débouche très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène que nous découvrons avec le scooter que Laetitia a été enlevée. À 14 h,
On bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le conseil général a appelé le père ce jour-là sur son téléphone. C'est là qu'on lui a annoncé que Laetitia était kidnappée. Franck Perret a cherché sa fille. Il a fait toute la bernerie. Il a été voir les caravanes qui étaient cassées. Et si on trouve sa fille, dans quel état après? Pour la famille d'accueil de Laetitia, l'hypothèse du kidnapping est un choc. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit comme il le raconte dans une interview donnée à l'époque de l'enlèvement. Il ne dormait pas puisqu'elle n'était pas rentrée. Jusqu'à 1h25 du matin, il n'a pas dormi. Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia, raconte qu'à 1h25, il a entendu les portières claquer donc il s'est levé. Il était sur la route en courant et il n'a pas vu Laetitia. Il n'a pas vu le scooter par terre. Et le lendemain, il a vu le scooter. Jessica a trouvé le scooter et c'est là qu'il a tout compris. C'était les portières claquées, c'était l'enlèvement. Qui a enlevé Laetitia? Pour le savoir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un appel à témoins est placardé chez tous les commerçants. Des dizaines de gendarmes et de militaires fouillent les environs de la maison de Laetitia. Les étangs sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survole même les bords de mer du côté de Saint-Nazaire. Mais ces recherches n'aboutissent à rien. Une question hante les enquêteurs. Laetitia est-elle toujours en vie? Quelques heures plus tard, ils vont faire de nouvelles découvertes. Alors que les pistes suivies jusque-là sont restées vaines, les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic. Leur objectif est de retracer le parcours de Laetitia durant les dernières 24 heures. L'objectif de ce type d'enquête, c'est de répondre à une seule question au démarrage. C'est qui a vu la personne disparue qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante? C'est la question à laquelle on doit répondre. Évidemment, on essaie de retracer la chronologie jusqu'à la disparition. Ce jour-là, Laetitia part travailler en fin de matinée. Elle est serveuse dans un hôtel-restaurant de la Bernerie en Retz, situé à 3 km de chez elle. Mais après son service vers 15h, contrairement à son habitude, Laetitia ne rentre pas chez elle. Elle envoie un message à Michela Patron, sa mère d'accueil. Elle dit qu'elle reste à la Bernerie cet après-midi. Là, elle va, comme il se doit, envoyer un message texte à Michela Patron. C'est très important de signaler ça parce que Laetitia a pris le réflexe, après avoir été admonestée une première fois pour une absence qu'elle n'a pas signalée, elle a été habituée à envoyer un message texte pour dire qu'elle reste sur la Bernerie en Retz et qu'il ne faut pas s'inquiéter. La jeune fille est-elle partie se promener à la plage comme elle le fait parfois ou a-t-elle fait des courses en ville? Les gendarmes veulent savoir. Et ce qu'ils vont découvrir va changer le cours de leur enquête. Plusieurs témoins attestent avoir vu Laetitia vers 17h30 dans un café du village. Et ils sont formels. La jeune fille n'était pas seule. Elle était en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années au physique imposant. Un individu que personne ne connaît. Ils vont positionner Laetitia en compagnie d'un homme, grand, 1m80 ou 1m85, cheveux longs, peignés en arrière, rasés sur les côtés, le teint assez pâle. Qui est cet homme? Les gendarmes doivent absolument le retrouver. Son témoignage peut être capital pour découvrir ce qui s'est passé cet après-midi-là. Selon les témoins, les deux jeunes gens restent environ 1 heure ensemble à rire et à discuter. À 18h, Laetitia doit reprendre son travail. Le jeune homme la raccompagne jusqu'à l'hôtel-restaurant. Ils semblent de plus en plus complices. Ils vont sûrement s'embrasser à son travail qu'elle reprend à 18h à l'hôtel de la Bernerie. On va les voir enlacés devant l'hôtel. Et les deux jeunes gens n'auraient pas l'intention de s'arrêter là. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau l'inconnu. Ensemble, ils font la tournée des bars. Ils emmènent Laetitia à Pornic. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia, relate qu'ils vont consommer dans un bar à proximité du casino qui est un bar un peu chic du Champagne. Où sont-ils allés ensuite? Les gendarmes perdent leurs traces. C'est alors qu'ils recueillent un nouveau témoignage capital. Le meilleur ami de Laetitia leur confie qu'à minuit, elle lui a envoyé un message et elle semblait affolée. Elle envoie d'abord un message texte à un ami en lui disant qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. Et effectivement, elle le rappelle. Et à ce moment-là, elle lui dit qu'elle a été violée, qu'elle ne se sent pas bien,
qu'elle rentre et qu'elle ne peut pas en dire plus pour le moment. Ensuite, son téléphone portable ne répondra plus jamais. Ce coup de téléphone fait craindre le pire aux gendarmes. D'autant qu'ils engrangent un autre témoignage inquiétant. Vers 1h du matin, juste après le coup de téléphone, un témoin affirme qu'il a vu Laetitia et l'inconnu en pleine dispute. Il va voir Laetitia discuter à 1h du matin avec un homme conduisant une Peugeot 106 blanche dans une discussion houleuse. Le colonel Fabrice Bouillet explique que Laetitia est mécontente visiblement et il y a un véritable différend qui est en train de se produire sous ses yeux. Laetitia prend son casque, prend ses gants, monte sur son scooter et part à scooter. Pascal Rouillet confirme que c'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Qui est donc l'inconnu qui a passé l'après-midi et la soirée avec Laetitia? Comment l'identifier? Les enquêteurs disposent seulement de sa description physique et de la marque de sa voiture. Alors, ils interrogent à nouveau les gens du village et la stratégie va s'avérer payante. Ce soir-là, un homme a vu la jeune fille en compagnie de l'individu en question et il le connaît. Il va donner le nom de Tony Meillon comme étant celui qui conduit la voiture blanche qui est une 106 et qui a priori est volée. Pour les gendarmes, Tony Meillon n'est pas un inconnu. Il a même un casier judiciaire bien rempli. Viol, vol à main armée, c'est quelqu'un qui maintenant est assez chevronné dans son comportement délictuel voire criminel, potentiellement armé, a priori déterminé à être violent, n'ayant pas peur des forces de l'ordre. Tony Meillon devient immédiatement le suspect numéro 1 et les gendarmes veulent le retrouver au plus vite car ils ont une certitude, si elle est entre ses mains, Laetitia court un grand danger. Tony Meillon est un homme dangereux, délinquant, multirécidiviste. À 31 ans, il a déjà passé le tiers de sa vie en prison. Né en 1979 à Nantes, il vient au monde dans une famille minée par les violences conjugales. Adolescent, il est placé dans ce foyer de Guérande à 50 km de Nantes. Mais l'école ne l'intéresse pas. Il fugue à plusieurs reprises pour revenir chez lui. Doté d'un physique imposant, il se montre agressif et autoritaire avec ses camarades. Il joue les caïds et commence à revendre un peu de cannabis. Il commet aussi ses premiers larcins. Hélène Lecomte précise qu'il est en foyer, il commet un premier délit, il est incarcéré la première fois vers 15 ou 16 ans, il sort de prison, à nouveau il commet un délit, il est à nouveau incarcéré. Il y a une gradation dans la gravité des faits qu'il va commettre, ça commence par des vols, des violences et puis il va s'essayer au braquage de façon parfois un peu minable ou un peu ratée, il braquera un pistolet sur la tempe d'un commerçant pour récupérer 60 €, à chaque fois ça ne marche pas, et puis en détention, on passe encore au stade supérieur, il va être condamné pour avoir violé l'un de ses codétenus. Acte que M. Meillon a toujours contesté. Son avocat, Fatih Benbrahim, dit qu'il a reconnu l'avoir bien tapé, l'avoir bien molesté, l'avoir fait dormir dans les toilettes, mais qu'il ne l'a jamais violé. Pour le viol de son codétenu, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Dès sa sortie de la maison d'arrêt, le jeune homme replonge et tombe dans une spirale de violence. En août 2003, il commet 3 braquages dans le même après-midi. À la clé, un maigre butin de 175 €. Il repart en prison pour 6 ans. À sa libération, d'autres condamnations vont suivre et vont l'aggraver. Conduite en état d'ivresse, évasion par violence, ou encore outrage à magistrat. Lors de ces procès, les experts dressent le portrait d'un homme d'intelligence normale, mais qui présente des aspects sadiques, dominés par l'impulsivité et dangereux, y compris avec les femmes. Celles qui ont partagé sa vie témoignent des violences qu'elles ont subies. Ses compagnes disent qu'il leur faisait peur. C'est vrai aussi des membres de sa famille, dont certains ont à des moments porté plainte contre lui. Elle parle d'un homme qui peut avoir des accès de violence, mais on sent que cette violence est toujours à fleur de peau et qu'elle peut exploser à n'importe quel moment. C'est ce qui ressort aussi des relations qu'il a pu entretenir avec les femmes qu'il a rencontrées. Laetitia se trouverait donc entre les mains d'un individu dangereux. La jeune fille a disparu depuis une dizaine d'heures. Peut-être n'est-il pas trop tard pour la retrouver. Mais en tout cas, il faut faire vite. À la gendarmerie de Pornic, tous les hommes sont sur le pied de guerre. Il faut interpeller Tony Meillon. Mais où peut-il se cacher? Les gendarmes examinent le dossier judiciaire du suspect. À l'intérieur, ils retrouvent ses connaissances, sa famille, ses amis. Tout son entourage est passé au crible.
C'est là qu'on va découvrir le relationnel potentiel de Tony Meillon auprès des services de police et des unités de gendarmerie qui vont nous donner des noms. Soit d'ex-compagnes, de codétenus, de cousins. C'est là qu'on va découvrir le cousin de Tony Meillon chez qui, a priori, il pourrait habiter. Les gendarmes tiennent peut-être une piste. Le cousin de Tony Meillon habite dans un hameau à une dizaine de kilomètres de Pornic. Il décide d'intervenir, mais l'opération est risquée. Nous sommes dans une logique d'enlèvement et de séquestration d'une prise d'otage. Nous avons l'espoir de retrouver Laetitia vivante. Avec un homme déterminé, potentiellement armé, on fait appel au GIGN. Le lendemain, à 6 heures du matin, les gendarmes arrivent sur place. Ils découvrent une bâtisse au milieu d'un grand terrain avec des caravanes. La maison semble habitée. Les équipes donnent l'assaut. Le véhicule est arrivé, la colonne d'assaut a débarqué, et ils ont pénétré dans la maison. Tony Meillon a pris la précaution de mettre un fusil 22 long rifle à la porte. Et il dort, en fait, sur le canapé qui se trouve à 5 ou 6 mètres derrière la porte. Les chiens, évidemment, aboient. On estime qu'il a été alerté et qu'il s'est précipité vers la porte et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le barillet de la porte qui saute avec la cartouche céramique et c'est là qu'il va être blessé. Tony Meillon n'a pas eu le temps de se servir de son arme. L'interpellation est réussie. Légèrement blessé, Meillon est conduit à l'hôpital. Mais les gendarmes cherchent maintenant Laetitia. Est-elle retenue prisonnière dans la maison? Les hommes passent la propriété au peigne fin. Quand ils interpellent, ils espèrent, évidemment, retrouver Laetitia vivante. Ils vont très rapidement déchanter. Le colonel Fabrice Bouillet explique qu'ils mettent une première perquisition dans la maison d'habitation, dans le hangar attenant, évidemment dans les caravanes attenantes, et ils ne découvrent pas de traces de Laetitia vivante. Les gendarmes sont déçus, mais ils ont la conviction que c'est bien Tony Meillon qui a kidnappé la jeune femme. En garde à vue, le suspect se mure dans le silence. Dans un premier temps, Tony Meillon va rester muet. Toutes les questions qui lui seront posées par rapport à sa possible mise en cause dans la disparition de Laetitia Perret restent sans réponse. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé son corps, donc ils ne savent pas ce qu'il a pu en faire. Pour eux, ils ont l'intime conviction que c'est lui la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ça, ils en sont certains. Meillon ne dit toujours rien, mais sur le terrain, les recherches s'intensifient. La maison, les caravanes, le hangar sont fouillés. Les gendarmes ne négligeant aucun détail. Et quand ils inspectent la voiture, leurs craintes se confirment. À l'ouverture du coffre, ils découvrent du sang. Pascal Rouillet note une quantité extrêmement importante de sang. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit du sang de Laetitia. Un échantillon, analysé en urgence, confirme leurs soupçons. Vraisemblablement, Laetitia a été placée dans le coffre de la voiture. Vivante ou morte, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y a laissé une quantité de sang tellement importante qu'à cet instant, tout le monde a à peu près compris qu'on ne la retrouverait pas vivante. Et les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. Quelques minutes plus tard, dans le jardin du suspect, cette fois au milieu des détritus et des carcasses de voitures, les enquêteurs trouvent un foyer encore fumant. Manifestement, les cendres sont récentes. On vient de brûler des outils. Quel intérêt de brûler des outils si ce n'est que ces outils ont servi et on trouve un bijou porté par celle-ci le jour de sa disparition. Donc à ce moment-là, on retrouve un outil de découpe avec un bijou appartenant à Laetitia au milieu d'un foyer et au milieu de cendres. Le scénario terrible qui se révélera plus tard commence à pouvoir être imaginé puisqu'on a le sang, les outils, les cendres, le bijou. L'étau se resserre autour de Tony Meillon. L'homme refuse toujours de passer aux aveux mais les preuves sont accablantes et la presse s'empare de l'affaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les grands titres de l'actualité ce soir, l'arrestation d'un suspect à Pornic après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans. Personne ne l'a revue depuis mardi soir. Elle est activement recherchée. Elle pourrait avoir été séquestrée et violée. Nous serons en direct sur place dans un instant. De nombreux journalistes se précipitent devant la maison où Tony Meillon a été arrêté. Tout le monde attend avec inquiétude le dénouement de l'histoire. La France entière s'émeut du sort de cette jeune fille de 18 ans qui a disparu depuis 2 jours et dont on n'a pas retrouvé le corps.
En garde à vue depuis 24 heures, Tony Meillon n'est toujours pas passé aux aveux. Mais les gendarmes vont bientôt recueillir un nouveau témoignage qui va faire basculer l'enquête dans l'horreur. À la gendarmerie de Pornic, les enquêteurs continuent d'interroger les relations de Tony Meillon, dont un ferrailleur à qui le suspect a donné rendez-vous devant un centre commercial au lendemain de la disparition de Laetitia. Et ce témoin va leur tenir des propos glaçants. Tony Meillon contacte Nicolas Bouvet avec qui il est en affaires sur de la vente de ferraille. Et il doit de l'argent à Nicolas Bouvet. Donc Nicolas Bouvet, lui, croit que potentiellement il va le rembourser. Il va lui dire qu'il ne peut pas le rembourser, qu'il a fait une bêtise. Qu'il a renversé un homme, qu'il était sur son scooter, qu'il est descendu, qu'il ne bougeait plus. Qu'il l'a chargé dans son véhicule. Comme il a paniqué, il l'a découpé. Cécile de Oliveira raconte qu'il a dans la voiture 2 grandes poubelles noires. Et il dit à Nicolas Bouvet qu'il a les restes du corps d'un homme et demande comment les faire disparaître. Et Nicolas Bouvet va donner à Tony Meillon le conseil étrange de jeter les poubelles avec les restes humains dans la Loire. Ce témoignage effectivement est déterminant et permet aussi d'imaginer que Tony Meillon s'est déplacé et a transporté le corps depuis le lieu de la mort de Laetitia pour s'en débarrasser. La question reste de savoir à ce moment-là où est le corps, où sont les éléments du corps. Les enquêteurs comprennent que le corps de Laetitia a été découpé. Ils mettent le suspect face aux déclarations de son ami. Alors, Tony Meillon craque et donne sa version des faits. Il reconnaît avoir rencontré Laetitia dans l'après-midi. Vers 16 h, il accoste la jeune fille à la bernerie en Retz. Ils se promènent alors sur la plage où ils font connaissance. Tony Meillon prend même une photo de Laetitia avec son téléphone portable. Franck Perret pense que M. Meillon lui a fait la cour. Le fait qu'un garçon sensiblement plus âgé qu'elle ait pu la draguer, il pense que ça a pu être perçu dans un premier temps pour elle, qui au demeurant était timide, et qu'elle ait pu être un petit peu flattée, se laisser un petit peu entraîner dans quelque chose qu'elle ne voulait pas fondamentalement mais qu'elle voulait bien le laisser faire. Il pense que dans un premier temps, elle a pu consentir à ce petit jeu de séduction. Fatih Benbrahim ajoute qu'ils vont fumer des joints et puis ils vont consommer 1 ou 2 traces de cocaïne. Et ensuite, il la raccompagne à son travail. Il va vouloir lui faire un cadeau de lui acheter une paire de gants. Tony Meillon raconte ensuite aux gendarmes avoir passé la soirée dans des bars avec Laetitia puis lui avoir offert la paire de gants. Vers 1 h du matin, la jeune fille serait repartie seule chez elle. Meillon se serait alors aperçu que Laetitia avait oublié les gants qu'il venait de lui offrir. Il se serait lancé à sa poursuite et l'aurait percuté par accident. Il explique qu'il était occupé en train de fumer un joint qui est tombé dans l'habitacle, que cela a fait un peu de fumée, qu'à un moment il s'est baissé pour ramasser ce qui était dans l'habitacle et qu'il y a eu un choc. Il s'arrête et il voit qu'évidemment il a percuté Laetitia. La voiture a été volée, il était recherché, il avait de la drogue. Il s'est dit qu'on ne le croirait jamais, pris de panique pensant qu'elle est décédée. Il se dit que peut-être personne n'a rien vu et que si elle est décédée, peut-être la seule solution c'est effectivement de faire disparaître, en tout cas d'emmener le corps. Meillon avoue donc avoir tué Laetitia mais par accident. Et pour éviter de se faire prendre, il aurait fait disparaître le corps. Il va expliquer qu'il s'est débarrassé du corps en le balançant depuis le pont de Saint-Nazaire dans la Loire. Il va dire d'aller voir les caméras, que sur le pont il y a des caméras. Il fait l'enquêteur, il pousse à l'investigation, il pousse à la recherche opérationnelle aussi. Derrière, les autorités décident d'engager des moyens héliportés, des moyens nautiques pour très vite déchanter. Les gendarmes sondent la Loire aux abords du pont de Saint-Nazaire mais au fil des heures, ils réalisent que Tony Meillon les mène en bateau. Ils se rendent compte qu'il est quasiment impossible de s'arrêter sur ce pont très fréquenté, de jour comme de nuit. De plus, il aurait forcément été filmé par les caméras de surveillance qui jalonnent le pont. 48 heures après la disparition de Laetitia, la garde à vue du suspect se termine et les enquêteurs ne savent toujours pas où est le corps de la jeune fille. Meillon balade les gendarmes de mensonges en provocation. Ils sont dans une sorte d'imaginaire ou de délire où il va commencer à faire intervenir d'autres forces. Il dit que le diable l'a pris et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il a fait. Il va indiquer que dans la vie, il y a des victimes et il y a des prédateurs, et qu'il est un prédateur. Une attitude étrange, mais Tony Meillon a une stratégie en tête. C'est son idée de faire croire qu'il est fou. Dès le départ, il dit qu'il l'a tué et qu'il mérite la peine de mort.
Il dit que ce n'est pas la peine de le juger, pas la peine de faire d'enquête. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, il ne voit même pas l'intérêt de collaborer ni rien. Il dit qu'il l'a tué et que c'est fini. Mais pour le juge d'instruction, Tony Meillon est responsable de ses actes. Bien que le corps n'ait pas été retrouvé, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, et placé en détention provisoire à la prison de Nantes. Ce fait divers sordide va se transformer en affaire d'État, car les gendarmes découvrent un élément qui va faire beaucoup de bruit. Le jour de la disparition de Laetitia, Tony Meillon aurait dû se trouver en prison. Libéré un an plus tôt avec une mise à l'épreuve, il avait un certain nombre d'obligations à remplir, sous peine de repartir derrière les barreaux. Et ce qu'on lui demande, en gros, c'est de trouver du travail et d'aller voir un médecin. Obligation qu'il ne remplira pas. Tony Meillon aurait donc dû retourner en prison, mais l'administration pénitentiaire ne l'a jamais rappelé. Il est suivi par un service qui croule sous les dossiers, et son dossier à ce moment-là n'est pas considéré comme un dossier prioritaire, peut-être parce qu'on n'a pas gardé le reste de son casier judiciaire, que l'information est mal passée. Le dossier est mis de côté un certain temps, en se disant qu'on le traitera dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, et puis finalement, les dossiers s'entassent, et le dossier ne sera jamais traité. Le drame est arrivé, et le drame aurait pu être évité, non pas parce que Tony Meillon se serait comporté différemment, mais parce que Tony Meillon n'aurait pas dû être en situation de commettre ces faits-là. Pascal Rouillet souligne la colère du côté des victimes à apprendre cela. Cette découverte soulève l'indignation générale. L'idée que Tony Meillon aurait dû être en prison au moment où il a massacré Laetitia révolte la France entière. Le président de la République de l'époque intervient et pointe du doigt les fautifs. Il déclare que quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute, et que ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. L'affaire prend de l'ampleur. Les magistrats se mettent en grève pendant plusieurs jours. Une première en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la colère des magistrats qui ont appelé à une grève nationale des audiences pour protester contre les propos tenus par le chef de l'État qui les accusait de faute dans l'affaire Laetitia. L'inspection des services judiciaires est même chargée de comprendre comment Tony Meillon a pu être laissé en liberté sans la moindre surveillance. Finalement, les juges seront mis hors de cause. Loin de cette agitation médiatique, les enquêteurs continuent à chercher le corps de Laetitia. Où Tony Meillon aurait-il pu le dissimuler ? Le 1er février 2011, leurs efforts vont payer. Ils font une terrible découverte à l'étang de Lavaux-sur-Loire. Ils vont découvrir cette nasse à 7 mètres de fond où, lestée par un parpaing, se trouve un amalgame de membres de corps, les bras, le bas des jambes, la tête de Laetitia ficelée dans un grillage à poules. Franck Perret raconte qu'il a eu son avocat qui lui a dit qu'on avait retrouvé la tête de sa fille. Il était en voiture, il a halluciné, il a perdu son calme. Et l'horreur ne s'arrête pas là. 4 mois plus tard, l'autopsie du cadavre révèle des détails atroces. Les juges d'instruction font part aux proches des conclusions des médecins légistes. Pascal Rouillet n'a pas oublié ce moment resté gravé dans sa mémoire. On entend les juges d'instruction prudents, mesurés, décrire l'horreur absolue de manœuvres de strangulation, de manœuvres de poignardage répétées, 44 coups de couteau. C'est une description atroce, inhumaine du comportement d'un homme. Tony Meillon, qui jusque-là affirmait avoir tué la jeune femme accidentellement, devra expliquer les 44 coups de couteau et l'étranglement constatés par l'autopsie. Acceptera-t-il enfin de reconnaître son crime devant la cour d'assises ? 5 mois après sa mort, les obsèques de Laetitia Perret sont célébrées à l'église de la Bernerie en Retz. Une foule immense est venue rendre hommage à la jeune fille de 18 ans. En tête du cortège, Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. C'était très difficile pour elle. Le père dit qu'elle a perdu sa moitié, c'est la moitié de son cœur et de leur cœur. Elle était déboussolée. C'était atroce. Pour eux, c'était le choc. Ce jour-là, toute la famille est unie dans la douleur. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle affaire sidère l'opinion publique. Cette fois, c'est Gilles Patron, le père d'accueil, qui va se retrouver face à la justice. 2 mois après l'enterrement, il est interpellé par les gendarmes. Plusieurs jeunes filles accueillies chez lui, dont Jessica, la sœur jumelle de Laetitia, l'accusent d'agression sexuelle.
Cécile de Oliveira précise que Gilles Patron a prétendu que Jessica était amoureuse de lui. Dans le vaste théâtre de l'existence humaine, les secrets des faits divers les plus marquants nous invitent souvent à percer les mystères des disparitions inquiétantes ou des machinations diaboliques pour plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil, mais c'est ce fil qui tisse la trame de la justice et de l'espoir. Bienvenue dans ce récit inspiré par les chroniques criminelles, où nous explorons l'affaire Tony Meillon à Pornic, en Bretagne. Cette histoire commence par une ombre mais cherche la lumière, car chaque mystère résolu est une leçon d'humanité et une promesse de sécurité pour tous. Tout commence le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi, lorsque la jeune Laetitia Perret est vue pour la dernière fois par des témoins. Puis, elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, âgé de 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé la jeune fille, mais il prétend qu'il s'agissait d'un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant et ils se demandent s'il en sait plus qu'il ne veut bien le dire. La question qui hante tout le monde est de savoir où se trouve Laetitia. Ce récit inédit nous mène dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 heures du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible est une maison un peu à l'écart du village, celle d'un homme nommé Tony Meillon, soupçonné d'avoir kidnappé Laetitia, une jeune fille de 18 ans. Les gendarmes interpellent le suspect, mais aucune trace de l'adolescente n'est trouvée. Une course contre la montre s'engage pour retrouver la jeune fille disparue 24 heures plus tôt à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle avait pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie Henri. Depuis, il n'y a aucune nouvelle. Jessica sort de la maison, à proximité immédiate, elle retrouve le scooter légèrement accidenté de sa sœur. La famille appelle immédiatement les gendarmes qui découvrent l'engin renversé sur la chaussée. À première vue, on pourrait croire à un accident, l'engin semblant avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute sérieux car le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Il semble presque avoir été abandonné à cet endroit-là alors qu'il fonctionnait parfaitement. Ce n'est pas un scooter écrasé ou détruit, il est simplement frôlé, comme si un véhicule l'avait touché sur le côté. On retrouve aussi une chaussure, des clés et des éléments appartenant à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ses effets personnels et par des traces de pneumatiques suspectes sur la chaussée. Il n'y a pas de traces de sang autour du scooter et les hôpitaux confirment qu'aucune jeune fille correspondant au signalement n'a été admise. L'hypothèse de la fugue est examinée mais rapidement écartée. Laetitia et Jessica ont eu une enfance marquée par des conditions difficiles, mais elles semblaient s'épanouir dans leur famille d'accueil chez Gilles Patron. Laetitia était une jeune femme respectueuse des horaires, bien dans sa vie et dans son travail. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Elle n'aurait jamais abandonné ses baskets et ses papiers sur la route. À 14 heures, l'enquête bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Pour la famille d'accueil, c'est un choc. Gilles Patron raconte qu'il n'a pas dormi cette nuit-là et qu'à 1h25 du matin, il a entendu des portières claquer. Les gendarmes déploient alors les grands moyens, avec un appel à témoins, des fouilles militaires, des plongeurs dans les étangs et un hélicoptère survolant les bords de mer. Malgré cela, les recherches restent vaines. Les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic pour retracer le parcours de Laetitia. Ce jour-là, elle était allée travailler en fin de matinée comme serveuse dans un hôtel-restaurant. Après son service, elle envoie un message à sa mère d'accueil pour dire qu'elle reste à la Bernerie cet après-midi. Des témoins attestent l'avoir vue vers 17h30 dans un café du village en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années au physique imposant, mesurant environ 1,85 m, avec les cheveux longs. Selon les témoins, ils discutent et rient ensemble pendant 1 heure. À 18h, l'homme la raccompagne à son travail et on les voit enlacés devant l'hôtel. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau cet inconnu pour faire la tournée des bars et consommer du champagne. Cependant, à minuit,
Elle envoie un message affolé à un ami, disant qu'il s'est passé un truc grave. Elle mentionne une agression et dit qu'elle rentre chez elle. Son téléphone ne répondra plus jamais. Vers 1h du matin, un témoin voit Laetitia en pleine dispute avec un homme conduisant une voiture blanche de modèle 106. Laetitia prend son casque, ses gants, monte sur son scooter et part. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. L'homme est identifié comme étant Tony Meillon, un individu bien connu des services de justice avec un casier judiciaire rempli de vols et de violences. Tony Meillon est né en 1979 à Nantes. Son parcours est marqué par une spirale de délinquance commencée dès l'adolescence. Malgré les condamnations et les séjours en prison pour braquage et violence, il n'a jamais semblé changer de trajectoire. Les experts décrivent un homme impulsif et dangereux, dont les anciennes compagnes témoignent de la violence. Laetitia se trouve donc entre les mains d'un homme imprévisible. Les gendarmes fouillent tout l'entourage de Meillon et finissent par remonter jusqu'à la maison de son cousin où il pourrait se cacher. L'assaut du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale permet son interpellation malgré la présence d'un fusil à proximité du suspect. Malheureusement, les premières perquisitions dans la maison, le hangar et les caravanes ne permettent pas de retrouver Laetitia vivante. En garde à vue, Tony Meillon reste d'abord muet. Cependant, l'inspection de sa voiture révèle une quantité extrêmement importante de sang dans le coffre, confirmant qu'il s'agit bien de celui de Laetitia. Dans son jardin, les enquêteurs trouvent un foyer encore fumant où des outils et un bijou appartenant à la jeune fille ont été brûlés. L'étau se resserre. Un nouveau témoignage capital arrive d'un ferrailleur nommé Nicolas Bouvet, à qui Meillon a confié avoir fait une bêtise en renversant quelqu'un en scooter avant de paniquer. Meillon finit par avouer la rencontre sur la plage, la consommation de substances et le cadeau d'une paire de gants. Il prétend avoir percuté Laetitia par accident en essayant de la rattraper pour lui rendre ses gants oubliés. Il affirme avoir jeté le corps depuis le pont de Saint-Nazaire, mais les caméras ne confirment pas ses dires. L'affaire devient un enjeu national lorsque l'on découvre que Meillon n'aurait pas dû être en liberté, car il n'avait pas respecté ses obligations de mise à l'épreuve. Cette situation provoque une vive émotion et une grève historique des magistrats suite aux critiques du pouvoir exécutif. Finalement, le 1er février 2011, le corps de Laetitia est retrouvé au fond d'un étang, révélant une vérité bien plus tragique que l'accident prétendu. L'autopsie montre des marques de violence extrême incompatibles avec une simple collision. 5 mois après sa disparition, les obsèques de Laetitia rassemblent une foule immense, unie dans la douleur et le respect pour cette jeune vie brisée. L'histoire prend un tour encore plus complexe lorsque Gilles Patron, le père d'accueil, est lui-même mis en cause dans une autre affaire. Malgré ces ténèbres successives, la mémoire de Laetitia reste un symbole de la lutte pour la vérité et de la nécessité d'un système protecteur et juste pour tous les enfants.